Salut à toutes et à tous, nouveau numéro d'En route pour demain, vous le savez, votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités, à la fois sur la chaîne Tech & Co sur les box, mais aussi sur BFM Business le week-end. Merci d'être là, bienvenue. Pauline Ducamp, bonjour. Bonjour François. Allez, on s'intéresse au sommaire de ce nouveau numéro d'En route pour demain. Alors, est-ce qu'on pourra partir en vacances en voiture électrique? Est-ce qu'on aura surtout assez de bornes pour se charger? Les bons conseils pour bien préparer son trajet avec Julien Bonnet. Oui, il les a testés une à une. Et puis tiens, puisqu'on parle de batterie, l'une des alternatives, c'est l'hydrogène. Où en est la voiture à hydrogène? On fera le point tout à l'heure. Alors on repasse à l'électrique, elle c'est la première Tesla Made in Europe, c'est le modèle Y, le petit SUV de Tesla. Et Julien Bonnet a fait l'essai de cette voiture fabriquée en Allemagne. Oui, c'est mouse costaud quand même. Hein. Et puis on parlera de bornes de recharge justement, avec un acteur français dans ce domaine. Il s'agit de DBT, on le découvrira tout à l'heure en toute fin d'émission. Voilà, vous savez tout, merci d'être là. C'est parti pour En route pour demain sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, avec Pauline Ducamp et François Sorel. Et un grand merci d'être de plus en plus nombreux, soit à regarder En route pour demain, soit à nous écouter le week-end sur BFM Business. Bien évidemment, cette émission est aussi disponible en podcast et vous pouvez nous retrouver aussi sur l'appli RMC BFM Play. Pauline, les vacances sont là. Bientôt. Pour certains, d'ailleurs, c'est déjà le cas. Et pour tous ceux qui s'apprêtent à partir, pour les plus courageux, peut-être partiront-ils avec leur voiture électrique. Mais la question qui se pose... Est-ce qu'on aura assez de bornes? Parce qu'avec 12% du marché trusté par les voitures zéro émission, ça va peut-être faire un petit peu la queue pour se charger cet été. Julien Bonnet, bonjour. Bonjour Julien. Journaliste auto à BFM Business. Du coup, est-ce qu'on va pouvoir partir sereinement en vacances en voiture électrique? Surtout pour ceux pour qui ça sera la première fois cet été. Mais bien sûr, oui, c'est vrai que c'est la grande question qui se pose. Le constat, finalement, il est assez simple. Il y a de plus en plus de voitures électriques en France et chez nos voisins européens qui aiment beaucoup venir par chez nous l'été notamment. Et donc, à contrario, le nombre de bornes de recharge, lui, il a du mal à progresser. Donc on sait que, par exemple, il y avait l'objectif 100 000 bornes à fin 2021. Bon, on en est assez loin, on a manqué cet objectif. Et là, avant l'été, on est à 53 000 bornes de recharge publiques en France. Ce chiffre, il n'est pas très intéressant dans le cadre d'un départ en vacances, que là, on va plutôt s'intéresser sur le réseau autoroutier. Les bornes des axes routiers, oui. Voilà, exactement. Et là, finalement, on peut déjà rassurer sur le fait que sur le côté autoroute, ça progresse quand même un peu plus vite. On sent qu'il y a une prise de conscience des différents réseaux. Je voyais par exemple sur Vinci Autoroute, à fin mai, on était déjà à 6 aires sur 10 qui sont équipées. Et l'objectif, c'est d'arriver à 100% fin 2023. Donc, c'est sûr que pour cet été, ça sera un peu juste. Mais déjà 6 aires sur 10 sur un des principaux réseaux français autoroutiers, c'est assez convaincant. Et puis, pour relativiser peut-être la vague de voitures électriques qui déferle, finalement, c'est aussi dans le cadre d'un marché automobile neuf qui est assez sinistré. On est à environ 1,6 million de voitures neuves vendues en 2020-2021. Donc, toujours les mêmes raisons, la pénurie de semi-conducteurs, le Covid, bien sûr. Donc, c'est vrai que cette part des ventes de voitures zéro émission, du coup, elle est d'autant plus importante que le marché il est relativement faible. Et finalement, si on prend le stock de voitures électriques en France, on est à 600 000 voitures électriques environ, ça fait un peu moins de 2% du parc. Et on peut rajouter également que la plupart des acheteurs de voitures électriques possèdent déjà un véhicule, souvent thermique. Et donc peut-être que ce véhicule secondaire, il sera a priori pas utilisé pour les vacances et que les gens vont continuer à privilégier leur véhicule thermique pour partir en vacances. En tout cas, ça sera intéressant de voir un peu comment ça se passe, s'il y a beaucoup de gens qui justement empruntent leur véhicule électrique pour partir en vacances. La question qu'on peut se poser aussi, Julien, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner à tous ceux qui nous écoutent et qui s'apprêtent justement à faire le grand saut? Oui, bien sûr. Peut-être le premier conseil, c'est justement d'anticiper l'imprévu. Donc notamment une borne qui serait en panne, enfin plutôt une station où il y aurait soit trop de monde, soit tout de suite s'il y a des bornes en panne, ça va créer une accumulation. Donc finalement, prévoir un plan de route, il y a pas mal d'applications qui permettent ça. Celle qui est la plus reconnue dans la communauté des voitures électriques, c'est Better Route Planner, donc qui permet vraiment d'entrer tous les paramètres de son véhicule. Et finalement, sur l'itinéraire donné, on va même pouvoir avoir des variations d'autonomie qui seront ajustées en fonction donc, du véhicule dont on dispose, pouvoir préciser avec quel niveau de charge on part, ce qui peut être
important si par exemple on fait une étape quelque part, on n'est pas sûr de repartir à 100% forcément. Donc ça c'est un premier conseil. Et après finalement c'est au niveau aussi du pass. Donc pour se charger, on sait que le paiement, notamment au niveau des bornes de recharge, ça a toujours été un problème. On peut pas souvent on peut pas payer. sortir la carte bancaire Voilà, et payer direct. Il faut vraiment sortir du concept de la station-service. Ça aurait été trop simple en fait. Non, voilà, c'est ça. Et là-dessus, finalement, il y a des cartes donc, qui appartiennent aux différents réseaux. Par exemple, Ionity, qui est le principal réseau de bornes de recharge rapide, a sa propre carte. Mais vous avez aussi des cartes multi-opérateurs. Donc on peut citer ChargePoint, NewMotion ou encore ChargeMap. Et ChargeMap, donc je viens d'avoir quelques chiffres. Et donc on est quand même à 1,2 million d'inscrits en Europe actuellement dans le réseau ChargeMap. Et finalement, donc, eux, c'est le reflet finalement de cette évolution des ventes de voitures électriques. Ils ont enregistré 2 fois plus d'inscrits sur les 6 premiers mois de l'année 2022 par rapport à 2021. Et donc l'avantage de ces cartes multi-opérateurs, c'est que finalement, on ne va pas trop se poser la question du réseau qu'on va choisir. Et eux, ils vont pouvoir justement être compatibles sur les différents opérateurs. Alors après, on paye peut-être un peu plus cher la charge parce que ChargeMap va se rémunérer via une commission. Mais finalement, si vous avez la sécurité de pouvoir vous charger à tout moment, c'est aussi le prix à payer pour disposer de ce confort. Parce qu'une dépanneuse, ça coûtera plus cher. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve de plus en plus de stations de recharge sur des stations-service traditionnelles. J'ai vu ça. Les Total, etc. commencent à installer à côté des pompes à essence des bornes de recharge électrique. C'est plutôt pratique et rassurant aussi. Et le dernier conseil qu'on peut donner aussi quand même, c'est peut-être de sortir justement du schéma classique, de partir le samedi matin et d'arriver sur son lieu de vacances le samedi soir par exemple. Donc de sortir un peu de ce schéma, de viser aussi l'heure du déjeuner pour charger. En fait, si vous faites ça, tout le monde a la même idée. Tout le monde rêve bien sûr de laisser sa voiture. Donc décaler votre déjeuner. Une heure. Oui, c'est ça. Ou peut-être faire une recharge petit-déj ou brunch ou plus décalé. On tient le concept là. Voilà, je pense prendre le temps aussi. On va lancer quelque chose. Le voyage redevient partie intégrante des vacances. Voilà, c'est c'est pas ce qu'on simplement disait souvent. corvée, Après, c'est vrai que le problème, c'est que les locations, c'est toujours du samedi à samedi. Donc, c'est facile de donner le conseil aux gens de passer par les nationales, de prendre le temps de profiter. Mais si votre location, elle démarre le samedi, forcément, vous allez vouloir arriver sur place ce jour-là. Donc après, c'est plus décalé dans la journée et vraiment prévoir en fait des solutions secondaires au cas où l'air qui peut vous accueillir est déjà rempli ou qu'il y a une borne en panne. Vraiment prévoir une solution de secours. Et du coup, justement, comme on parle de prévoir, il faut prévoir aussi son budget. Combien ça coûte une recharge sur une borne de recharge rapide ? Oui, alors j'ai pris un exemple, c'est que finalement, dans le réseau, par exemple, Tesla, qui vient d'inaugurer d'ailleurs son 1500e point de charge en France, plus de 120 stations. Et le contexte chez Tesla, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'ouvre aussi aux autres marques de voitures électriques. Donc c'est le début d'une expérimentation en France, mais qui apparemment porte ses fruits. Aujourd'hui, c'est étendu. Au total, il y a 13 pays européens où Tesla est présent, qui étend son réseau de recharge. Et mine de rien, ça permet à Tesla aujourd'hui d'être le réseau le plus vaste en recharge rapide, si on prend en compte uniquement ces bornes ouvertes déjà aux autres utilisateurs. Et après, bien sûr, l'autre réseau important dans la charge rapide, c'est Ionity. Et donc là, un tarif qui vient de basculer, d'ailleurs, c'est un petit détail, mais qui est important pour les utilisateurs de voitures électriques. Au 1er juillet, on est passé d'une tarification à la minute à une tarification au kilowattheure. Donc c'est beaucoup plus juste, parce que finalement, c'est comme si avant... quand on fait son plein, en fait, on paye des litres, on ne paye pas le temps. Sur les voitures puissantes qui rechargent vite, voilà. En fait, on ne sera pas dépendant de ces fameuses minutes qui étaient pénalisantes. Exactement. Alors, la petite subtilité que j'ai commencé à creuser, c'est qu'apparemment, les marques qui passaient par Ionity pour offrir des cartes de recharge à leurs utilisateurs, eux, sont encore restés à la minute. Donc, finalement, vous aurez quand même cet été l'avantage, si vous avez une voiture qui peut recharger de manière très rapide au niveau du tarif. Et donc, pour se donner un ordre d'idée, finalement, avec une recharge rapide sur Ionity, par exemple, c'est 350 kW. Donc, il n'y a aucune voiture qui peut accepter cette puissance, mais c'est la puissance de charge maximale. Le tarif, il est à, je retrouve, 69 centimes le kilowattheure. Et finalement, à ce prix-là, pour finalement 800 km, on arrive à un prix de 110,40 €. Ça peut sembler élevé, mais finalement, aujourd'hui, avec un prix du diesel qui est à 2,11 €, j'ai regardé, c'est pratiquement le même prix en fait, aujourd'hui, que ça vous coûtera si vous partez en véhicule diesel. Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces précisions et bonnes vacances, qu'elles soient thermiques ou électriques. Bien sûr. Et vous restez avec nous tout de suite. On va parler d'une autre alternative, justement, à l'électrique, c'est l'hydrogène. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité.
C'est une autre voiture, zéro émission. Et ça, c'est votre spécialité, Bertrand Gadelier. Bonjour. 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 C'est la voiture à hydrogène, puisque vous êtes responsable moteur hydrogène au centre de résultats transport de l'IFPEN. Alors l'IFPEN, c'est l'Institut français du pétrole et des nouvelles énergies. Alors l'hydrogène, on en a beaucoup parlé depuis l'an dernier, avec de nombreux investissements en France, en Allemagne, au niveau de l'Europe. Est-ce que c'est une technologie qui est devenue mature ? Alors, elle est toujours en cours de développement. Donc, pour utiliser l'hydrogène dans la mobilité, en fait, on a deux technologies. Une première technologie qui est utiliser une pile à combustible. Donc, on vient transformer l'hydrogène en électricité. Et donc, on a une traction électrique. Ou alors, on vient utiliser l'hydrogène directement comme carburant dans un moteur à combustion interne, comme un moteur diesel ou un moteur essence. Et aujourd'hui, les constructeurs ou les transporteurs, parce que finalement ça dépasse le simple monde de l'automobile, ils vont plutôt vers quelle solution, laquelle semble la plus efficace ? Celle qui aujourd'hui en fait, a été la plus diffusée, c'est la solution pile à combustible, puisqu'aujourd'hui il existe des démonstrateurs, que ce soit en véhicule léger, même on peut acheter des véhicules équipés de piles à combustible. Il y a des démonstrateurs aussi au niveau du poids lourd. Donc c'est une technologie qui est quand même présente des avantages et des inconvénients. Et c'est pour ça que récemment, on a considéré l'hydrogène comme carburant dans un moteur à combustion interne qui présente des avantages. Et ça peut être donc appliqué tout autant que la pile à combustible. Donc ça va dépendre des segments, ça va dépendre des utilisations. Et aujourd'hui, nous, on considère que les deux solutions doivent être investiguées. Et investiguer, je suppose, donc du coup, selon les usages. C'est-à-dire qu'entre un transporteur poids lourd, un train, un bateau et un particulier, on n'est pas dans la même utilisation. Donc, maintenant, pour revenir sur les particuliers, on pense en fait que la mobilité du véhicule particulier, elle va être surtout électrique. Électrique à batterie, du coup. Électrique à batterie. Tout comme un certain nombre en fait, d'applications de véhicules utilitaires. Mais que pour certains usages du véhicule utilitaire, la batterie ne va pas suffire, c'est-à-dire en termes d'autonomie. Et donc, il va falloir utiliser un vecteur énergétique hydrogène qui présente un gros avantage de densité énergétique et surtout de temps de recharge. Alors après, pour savoir est-ce qu'on va utiliser une pile à combustible ou un moteur thermique, je dirais que les constructeurs étudient les deux, parce que la pile à combustible peut présenter certains inconvénients en termes notamment de refroidissement, par exemple. Et puis, le moteur à combustion interne peut représenter un certain nombre d'inconvénients, comme des émissions de polluants, comme les oxydes d'azote. Donc, il faut travailler dessus pour les réduire à des niveaux pratiquement nuls. Alors, je sais que Julien a une question à vous poser, mais j'en ai peut-être une aussi. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que finalement, selon votre vision, le véhicule particulier, notre voiture, ne sera pas impacté par l'hydrogène d'après vous. Oui, on restera en traditionnelle batterie. Alors, les batteries, peut-être que les technologies évolueront, mais on n'aura pas de véhicule particulier à hydrogène. Parce que la meilleure utilisation de l'électricité dans la mobilité, c'est de l'utiliser sur un véhicule électrique à batterie. C'est la meilleure utilisation possible. L'hydrogène, et notamment l'hydrogène décarboné, va utiliser de l'électricité pour être produit. Donc, autant utiliser directement l'électricité en la stockant sous forme de batterie. Alors, quand on a dit ça, on ne couvre pas tous les usages, et notamment les usages sur la mobilité lourde, comme les poids lourds, les camions, et également les véhicules utilitaires lourds. Mais pour revenir à votre question sur les véhicules particuliers, c'est une énergie qui ne s'adressera pas aux particuliers. Julien. Il y a peut-être deux usages qu'on a évoqués récemment pour l'hydrogène, justement, c'est une hybridation finalement avec une partie batterie électrique, une partie hydrogène. Donc je sais que Renault par exemple sur le concept du futur scénic et puis plus récemment Alpine qui a évoqué cette solution pour aussi gagner de la performance. On sait que les véhicules à pile à combustible n'ont pas pour l'instant des performances très élevées. Donc quel est votre regard un peu là-dessus ? Alors encore une fois, il faut bien séparer en fait la pile à combustible du moteur thermique hydrogène. Le moteur thermique hydrogène permet une densité de puissance ou une puissance par kilo très importante, bien plus importante en fait que la pile à combustible. Donc c'est pour ça que par exemple en compétition automobile, par exemple, c'est intéressant d'utiliser un moteur thermique hydrogène à cause de cette densité de puissance. Le véhicule à pile à combustible, il va déjà utiliser une chaîne de traction électrique plus une pile à combustible, donc ça va être plus lourd, plus encombrant, et surtout il va falloir refroidir cette pile à combustible
avec des échangeurs en face avant, etc. Donc la solution, justement sur certains secteurs, la solution moteur thermique permet d'avoir une forte compacité, une forte densité de puissance. Et justement, en plus, on parle d'hydrogène, mais finalement, il y a plusieurs hydrogènes. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du gris. Vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence et du coup, ce que ça va, ce que ça va avoir comme impact sur le véhicule? Oui, alors, ce qui est important de dire, c'est que la mobilité hydrogène a du sens à partir du moment où on utilise un hydrogène décarboné. Donc, cet hydrogène décarboné, on peut l'utiliser à partir d'électricité qui est elle-même verte, les éoliens, le solaire, le nucléaire, ou par un procédé en fait, qui vient capter l'hydrogène, par exemple, du gaz naturel, et sur lequel on va venir stocker les émissions de CO2, donc ce qui nous fait après vraiment un carburant sans carbone, et donc qui ne va pas contribuer au réchauffement climatique. Est-ce que c'est une technologie onéreuse? Alors, là encore, on peut distinguer la pile à combustible du moteur thermique hydrogène. Le moteur thermique hydrogène, il va utiliser finalement tout ce qui est aujourd'hui existant dans les moteurs thermiques, les chaînes de fabrication, la maintenance, les compétences aussi. Et donc, à l'achat, en fait, on va avoir une solution moins onéreuse. La pile à combustible, c'est nouveau, il y a beaucoup moins de volume, et donc aujourd'hui, c'est plus onéreux. Néanmoins, si on se projette dans un environnement post-2030, on va avoir un coût d'utilisation finalement assez voisin entre les deux technologies. Et pour revenir à la mobilité hydrogène, on aura aussi une mobilité hydrogène en termes de coût d'utilisation qui sera très proche d'un coût d'utilisation de mobilité électrique. Merci beaucoup Bertrand Gatelier, responsable moteur à hydrogène au Centre de résultats transport donc, de l'IFPEN. Merci. Merci. Il est temps de retrouver les essais de cette semaine et c'est pas n'importe quoi. Hein. Non, parce que c'est la première Tesla fabriquée en Europe. C'est le Tesla Model Y, donc c'est le petit SUV de Tesla. Enfin petit, vous verrez, il n'est pas si petit que ça. C'est un essai de Julien Bonnet et Sébastien Rouet. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. Bonjour, je suis une Tesla fabriquée en Europe. Et oui, c'est bien du véhicule qui est sorti le son transformé de ma voix, envoyé depuis l'application Tesla, un gadget inutile donc indispensable, à l'image de la culture geek de la marque américaine d'Elon Musk. Aujourd'hui, on retrouve le modèle Y, le 4e modèle de la gamme Tesla. Il a été lancé en août 2021. C'était il y a presque un an, mais la grande nouveauté, c'est que celui qu'on a aujourd'hui, il était fabriqué en Europe. Il vient en effet de l'usine de Berlin, qui a été inaugurée en mars dernier. Une Tesla made in Europe dont la production doit monter en intensité au cours des prochains mois, avec à terme l'objectif de produire 500 000 unités par an. Pour le moment, seule la version performance que nous testons aujourd'hui est assemblée à Berlin. Les versions grande autonomie sont toujours assemblées à Shanghai, en Chine. En résumé, on est sur une version SUV de la Model 3. Donc ce modèle Y qui fait 4,75 mètres de long, c'est 6 cm de plus que la petite berline électrique. Il est également logiquement plus haut avec une hauteur à 1,62 mètres. Côté design, pour souligner le côté performance, on a donc des jantes géantes de 21 pouces, des étriers de frein rouge ou encore un petit béquet en carbone à l'arrière. La capacité de chargement est tout simplement énorme. À l'arrière, on a un coffre de 800 litres, des sièges rabattables électriquement pour la modularité et tradition chez Tesla, on a bien sûr le frunk, le coffre à l'avant qui va rajouter une centaine de litres de capacité. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. À l'intérieur de ce modèle Y, on retrouve un habitacle très épuré, voire dépouillé. En fait, principalement, on a un volant et un écran tactile au centre. En fait, c'est comme dans la Model 3, avec plus d'espace, une position de conduite surélevée et un énorme toit en verre. Cet écran était déjà de très bon niveau et il vient de recevoir un nouveau processeur. Donc pour plus de rapidité, il faut bien ça pour faire tourner les nombreuses caméras qui se trouvent tout autour du véhicule, mais également les nombreuses applications, que ce soit musique, divertissement, film, jeux vidéo. Pour la plupart, bien sûr, elles sont accessibles uniquement à l'arrêt. Et oui, pas de Netflix sur autoroute, même en autopilot. On va voir tout de suite sur la route ce que ce modèle Y Performance a dans le ventre. À bord de ce Tesla Model Y, on peut dire qu'on ne manque pas de puissance. On a un 0 à 100
qui a battu en 3,7 secondes, donc c'est pratiquement 2 secondes de moins que la version grande autonomie du modèle Y. Même chose pour la vitesse maximale, on peut aller jusqu'à 250 km/h. Alors sur circuit, bien sûr, le modèle grande autonomie, lui, il est limité à 214 km/h. Alors un meilleur niveau d'amortissement que dans une Tesla Model 3, normal on est un peu plus haut avec un meilleur niveau de suspension, mais sur cette partie confort, on reste quand même un petit peu en deçà de ses principaux concurrents dans les SUV 100% électriques, donc Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 ou encore Volkswagen ID4 et 5. En version performance, on a une autonomie annoncée à 514 km, donc c'est un petit peu moins que la grande autonomie qui, elle, est à un peu plus de 530 km officiels. De toute façon, avec l'efficience des modèles Tesla, donc on consomme quand même assez peu, il faut s'attendre à 400 km d'autonomie réelle et ça c'est déjà une sacrée performance. Côté conduite, on va aussi pouvoir régler le freinage régénératif sur un niveau très puissant. Donc finalement, je vais pouvoir conduire avec une seule pédale, la pédale d'accélérateur comme c'est proposé par d'autres marques. Il va me suffire de relâcher cette pédale d'accélérateur pour ralentir très fortement, voire d'aller jusqu'à l'arrêt. Voilà, j'ai pas du tout utilisé la pédale de frein, le véhicule s'immobilise et pour repartir, je réappuie très doucement. Et voilà, on repart. L'autre spécificité chez Tesla, c'est bien sûr l'autopilot. Donc là, finalement, on a la version de série. Donc ça va se contenter d'être un régulateur adaptatif avec le suivi des lignes de la route. Je l'active assez simplement avec le commodo ici, en l'actionnant 2 fois. Une première fois pour le régulateur de vitesse, une deuxième fois pour la partie suivi des lignes de la route. Et là, finalement, c'est la voiture qui va se stabiliser à la vitesse maximale automatiquement et régler l'écart avec le véhicule qui roule devant moi. On vient de se brancher sur ce superchargeur avec un port d'ailleurs bien dissimulé dans la continuité des feux arrière. Branché pendant une vingtaine de minutes, ça nous a permis de récupérer et de passer de 50% d'autonomie à 90%. Et donc ce modèle Y, il peut encaisser jusqu'à 250 kW de puissance de charge et ça c'est idéal pour les longs trajets. Côté tarif, ce modèle Y Performance, il démarre à 66 990 €, donc c'est 4 000 € de plus qu'un modèle grande autonomie. Et donc deux voitures à plus de 60 000 €, ce qui les exclut d'aide à l'achat comme le bonus écologique. Tesla est actuellement en train d'ouvrir son réseau de superchargeurs aux véhicules des autres marques, donc c'est pas le cas ici à Paris 2 où nous nous trouvons, mais l'expérience elle serait déjà concluante avec 18 stations ouvertes sur un peu plus d'une centaine au total, mais le vrai test ce sera cet été avec un nombre record de véhicules électriques sur les routes. L'efficience des modèles Tesla associés à ce réseau de superchargeurs, ça reste des gros points forts de la marque américaine dans cette bataille de l'électrique, des atouts très importants au moment où l'Europe vient justement d'acter l'interdiction de la vente des voitures thermiques, hybrides compris, pour 2035. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, en région. D'où la nécessité, après avoir vu l'essai de Julien concernant cette Tesla, d'avoir encore plus de bornes, hein, Pauline. Absolument, et ces bornes, elles viennent peut-être de chez vous, Alexandre Borgols, bonjour. 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 Vous êtes le directeur général de DBT. Alors DBT, vous êtes installé dans le Nord et vous produisez du coup des bornes de recharge électrique. C'est ça, DBT, on est installé dans le Nord depuis une trentaine d'années. On a été créé en 1990 et aujourd'hui on propose des solutions durables pour la mobilité électrique. Pour faire simple, on transpose le circuit court à l'industrie et donc on est sur une verticale où on a internalisé les compétences pour être capable de développer les cartes électroniques, assembler les bornes, donc ça c'est sur la partie industrielle où on fabrique et commercialise des bornes, qu'on vend à des installateurs électriciens ou à des opérateurs de mobilité qui vont ensuite les mettre à disposition de leurs clients. Vous ne les installez pas, c'est ça? On les installe pas. On les installe pas. Et justement, depuis l'hiver dernier, décembre 2021, on a créé un nouveau service qui s'appelle R3, qui permet, un peu comme ce que certains de nos clients font, mais de mettre à disposition des utilisateurs des bornes sur des parkings de grande distribution, sur un modèle sur lequel on finance, installe et sous-traite l'installation. Et on opère, donc on vend les kilowattheures et on les met à disposition des utilisateurs. Mais alors en ce moment, vous ne devez pas chômer parce que l'installation de bornes, c'est un peu la préoccupation de tous les gouvernements, alors en France en particulier, mais en Europe. On ne chôme pas du tout, non, justement. On a réussi à internaliser aussi notre force commerciale. Donc on a triplé l'équipe commerciale. Là, aujourd'hui, on fait x6 au niveau des prises de commandes. On s'en réjouit beaucoup. Par contre, on a plutôt des contraintes, c'est pas vraiment des problématiques, mais on a des contraintes de livraison pour arriver à sourcer les composants. Et donc en production, on fait seulement, entre guillemets, x3 par rapport à l'année dernière. Donc on doit lisser la croissance pour continuer à s'assurer de pouvoir livrer nos clients sur les prochains mois. C'est quoi votre actualité sur les bornes? C'est toujours plus de puissance, toujours plus de fiabilité aussi, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de problèmes de panne, de bornes, enfin d'obsolescence, etc. Quels sont vos défis là?
Au niveau R&D, on travaille dans 2 gros axes principaux. C'est donc plus de puissance, vous l'avez dit. Les voitures qui arrivent sur le marché ont des batteries de plus en plus capacitaires, donc il faut pouvoir les recharger dans le même temps possible, c'est-à-dire plus vite, donc des bornes plus puissantes, et surtout des bornes plus connectées qui permettent, le but final, c'est qu'elles soient effectivement plus fiables. Et plus le fait d'être connecté, on peut par un clic, c'est un peu plus compliqué que ça, mais par un clic à distance, ça permet de débloquer la borne, comme sur un téléphone, on fait un reboot à distance, et ça permet de remettre... Comme un petit ordinateur en fait. En fait, c'est des ordinateurs connectés qui en plus ont la chance de charger, mais les bornes aujourd'hui, c'est plus puissante et plus connectée. C'est les 2 axes sur lesquels on travaille au niveau R&D. Et du coup, plus puissante, pénurie de semi-conducteurs, je suppose que les prix des bornes, ils ont explosé du coup. On essaye justement de les maintenir, mais on a été obligé de faire passer une augmentation là début avril, ce qu'on n'avait pas fait. Ça coûte combien du coup une borne comme Alors ça? j'aime pas dire ça dépend, mais ça dépend ce que vous voulez en faire. Techniquement, on peut tout faire, on peut recharger la voiture à la maison en 10 heures, mais on peut aussi la recharger en un quart d'heure sur un parking. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Sur une borne de domicile va coûter à peu près 1 000 €. Une borne sur un parking de grande distribution ou en station-service va coûter à peu près 50 000 €. Hors installation. Pour là avoir plusieurs centaines de kilowatts de puissance en fait, c'est ça j'imagine? Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi le standard en fait? Quels sont les cahiers des charges que vous demandent en fait vos clients? Alors il y a un gros accompagnement justement, comme je disais, techniquement on peut tout faire, donc il faut s'assurer que la borne proposée soit en ligne avec le temps que l'utilisateur va passer sur la place de parking. Encore une fois, ça ne sert à rien de se recharger en 10 minutes à la maison, donc il faut d'abord comprendre quelle est l'utilisation du conducteur, combien de temps il va passer sur cette place de parking, et on va mettre une borne qui peut faire 7 kg, 25 kg, jusqu'à 150 kW de puissance en fonction de ce qu'il souhaite faire. Et ça, justement, comme vos bornes sont connectées, vous avez du coup un retour utilisateur. Vous pouvez les faire peut-être évoluer selon on se rend compte que vous avez peut-être installé une borne trop puissante sur un parking de supermarché? Généralement, on ne peut pas les faire évoluer à la baisse. On pourrait toujours, mais ça veut dire que l'investissement n'a pas été forcément super bien fait au début. Par contre, avec notre techno, on utilise des racks de puissance qu'on peut venir ensuite ajouter dans la borne une fois qu'elle a été installée. Pour, si on installe une borne qui recharge en une demi-heure, se dire la tendance c'est plutôt de rester un quart d'heure et rajouter des modules ensuite pour pouvoir être capable sur la même borne de recharger plus rapidement. Merci beaucoup Alexandre Borgholz, donc directeur général de DBT. Merci d'être passé par le plateau de Pour demain. Ce numéro est terminé. On sera là, bien sûr, Pauline, la semaine prochaine avec un spécial, je crois. Absolument, François, un spécial espace, histoire de rêver un petit peu avant les vacances. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, avec Pauline Ducamp et François Sorel.